Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur RTM Radio-Télévision Mourchid. Alors aujourd'hui, sur ce plateau du débat de la rédaction, nous avons l'honneur d'accueillir M. Yankoba Seydi du SAES. Monsieur Seydi, bonjour. Bonjour. Alors peut-être vous présenter amplement. Docteur Yankoba Seydi, moi je suis enseignant-chercheur à l'UCAD et je suis secrétaire général de la section lettres et bases du SAES et chargé de communication au SAES Campus de Dakar. Avec nous également dans ce studio, professeur Olivier Sagna. Il est le directeur des études, des politiques également et de la coopération à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Monsieur Sagna, bonjour. Bonsoir Ali Saleh. Et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités pour ce débat. Alors, Monsieur Seydi, depuis quelque temps, des grèves et sit-ins sont observés. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce bras de fer entre l'État et vous? C'est une situation d'abord très regrettable qui n'aurait jamais dû se produire. Mais puisque elle est arrivée, eh bien, elle est arrivée, certainement elle devait arriver. Alors, les raisons sont simples. Nous sommes pratiquement au 13 septembre, pratiquement nous avons bouclé la première quinzaine. Alors, jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, le budget de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'est pas approuvé. Le budget a été voté par l'Assemblée de l'université depuis longtemps, mais ce budget reste encore à être approuvé. Quand un budget n'est pas approuvé, tout ce qu'on fait sur ce budget, à une certaine hauteur des dépenses, on est en flagrante violation de l'article 36 du régime financier. Il se trouve que ça tombe à un moment où, je vous l'ai dit, nous sommes en septembre, déjà les vacances sont pratiquement terminées, alors que les enseignants, une bonne partie des enseignants doivent aller en voyage d'études. Le voyage d'études, pour ceux qui ne le savent pas, permettent aux enseignants de faire de la recherche et de pouvoir avancer dans leur carrière. Parce que dans l'enseignement supérieur, il y a certes de l'enseignement, mais il y a surtout la recherche qui permet à un enseignant de mieux enseigner, mais qui permet également à un enseignant d'avancer dans sa carrière. Il n'y a aucun professionnel qui ne souhaite pas progresser, avancer dans sa carrière. Ce qui fait que les voyages d'études sont importants. Alors, ce n'était pas payé, les bons non plus. Il y a aussi le fait que les heures complémentaires qui ont été faites depuis le début de l'année ne sont pas payées. Les heures de vacation des camarades enseignants comme nous, qui sont des vacataires, qui pour certains d'ailleurs n'ont pas d'autres sources de revenus en dehors de ces vacations, eh bien, n'ont pas reçu un seul rond depuis le début de l'année. Il y a aussi, il y avait la question de la prime de recherche, la deuxième tranche de la prime de recherche, mais surtout la question de l'inégalité dans le traitement entre les différentes universités. Alors, nous avons un seul système d'enseignement supérieur, certes avec 5 universités publiques actuellement, et il y a d'autres universités en gestation, mais il y a une inégalité inacceptable de traitement entre les collègues. Nous avons vu que tout cela constitue en réalité une absence totale de considération ou de respect de l'UCAD, mais aussi en tant qu'institution, mais aussi des acteurs tels que le personnel enseignant et de recherche, mais aussi le personnel administratif, technique et de service. Nous ne pouvons pas comprendre qu'au moment où l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec ses 80 000 étudiants pour seulement 1329 enseignants, eh bien, ploie sous un volume de travail qui n'existe nulle part ailleurs, eh bien, qui est obligé de râler, crier, pour qu'on puisse au moins payer les sommes dues. Vraiment, ce n'est pas normal. C'est une façon un peu d'infantiliser les enseignants. Et ce n'est pas normal parce que, quoi qu'on dise, nous occupons une station dans la société et qui, en réalité, inspire. Et on ne peut pas être dans une posture d'inspirateur et se livrer à certains actes, en réalité, qui sont en déphasage avec notre posture. Tout ça, pour nous, est une absence totale de respect de l'UCAD. Or, l'UCAD, qu'on le veuille ou non, eh bien, a une histoire dans ce pays et en Afrique. L'UCAD était la 19e université française. L'UCAD a formé beaucoup de cadres de ce pays. L'UCAD a formé beaucoup de cadres de l'Afrique. Les enseignants de l'UCAD ont de la côte à l'extérieur. C'est vrai que nul n'est prophète chez soi, mais nous ne pouvons pas comprendre que nous ne soyons pas prophètes chez nous. Et
Mais si c'était seulement cela, il n'y aurait pas de problème. Mais qu'on pousse l'absence de considération à ce point, c'est vraiment inacceptable. C'est cela que le SAES rejette. Docteur Seydi, merci. Alors, professeur Sagna, quel éclairage pouvez-vous apporter par rapport à cette situation qui prévaut? Effectivement, comme l'a dit Yankoba Seydi, en ce moment, on prévaut une situation difficile à l'UCAD. Cette situation est due au fait que, d'un point de vue technique, le budget de l'UCAD n'a pas été approuvé par le ministère des Finances. Et je dirais que malheureusement, c'est lié à une situation qui est une situation non pas conjoncturelle dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais à une situation qui est structurelle. Cette situation structurelle, c'est un déficit que traînent les universités publiques depuis de nombreuses années. Un budget leur est alloué qui leur permet en gros de couvrir une dizaine de mois de fonctionnement et régulièrement il y a des problèmes parce que généralement après 3 trimestres de fonctionnement, l'ensemble du budget qui leur a été alloué, ce budget a été consommé. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un petit peu technique. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, si elle présente un budget de vérité, elle va présenter un budget qui est supérieur au budget qui a été voté par l'Assemblée nationale et qui lui est alloué par le ministère des Finances. Si elle présente maintenant un budget en équilibre, donc correspondant aux sommes allouées, elle se trouve dans une situation où, à un moment donné de l'année, elle va être en défaut de paiement. C'est donc, je dirais, la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Il faut dire que la tutelle n'est pas restée les bras croisés, je dirais à la fois pour régler la situation actuelle. Il y a eu des discussions et des interventions auprès du ministère des Finances pour faire en sorte que les sommes dues qui ont été mentionnées, les voyages d'études, le paiement des vacataires, les primes de recherche puissent être réglées. Mais je dirais de manière plus structurelle, hein, en août de l'année dernière, il y a presque un an, il y a un audit qui a été réalisé par l'Inspection générale des finances de la dette des universités. Parce qu'il s'agissait de savoir, est-ce que les dettes des universités sont des dettes réelles, voir en fait si l'ensemble des dettes sont des dettes réelles. Donc les dettes ont été inventoriées, les dettes ont été examinées et cette dette a été certifiée. Le principe a été retenu par le ministère des Finances, donc d'une part d'apurer la dette des universités et par ailleurs il y a également un engagement des autorités à partir de l'année prochaine, à aller vers un équilibre, un rééquilibrage budgétaire, un équilibre budgétaire. Donc, on va augmenter la dotation allouée aux universités pour qu'elles aient un budget qui leur permette réellement de prendre en compte les charges auxquelles elles font face. Ce qu'il faut dire, c'est que ces dernières années, notamment en ce qui concerne l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la situation a été aggravée par des décisions, des fois qui étaient des décisions techniques, entre guillemets. Une structure comme l'ENEA, hein, aujourd'hui l'ESEA, l'ex-École nationale d'économie appliquée, a été rattachée à l'université Cheikh Anta Diop, mais son budget n'a pas été rattaché. Donc l'université Cheikh Anta Diop, qui avait déjà des difficultés budgétaires, s'est vue devoir payer des enseignants, du personnel administratif, qui en plus ont eu des traitements qui ont été alignés sur ceux des traitements de l'université, sans que le budget soit augmenté. Également, hein, vous avez tous entendu parler que les factures d'électricité, d'eau, qui avant étaient prises en charge par l'État, sont maintenant à la charge de l'université et là encore, les budgets équivalents n'ont pas été transférés. Et donc, c'est ça qui explique, je dirais, globalement, cette situation de déficit des universités publiques, d'où la décision maintenant d'aller vers un rééquilibrage des universités. Vous avez entendu récemment les décisions qui ont été prises lors du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. L'ensemble des acteurs conviennent que c'est une situation qui ne peut
c'est un espace de calme, parce que quand il n'y a pas le calme, la tranquillité et la sérénité, l'activité pédagogique ne peut pas se faire normalement. Et c'est aussi un espace de recherche. Tout cela ne peut se faire que s'il y a un espace de calme. Or, au constat, ce qu'on voit, c'est que si ce sont, comme Olivier l'a dit, si ce ne sont pas les étudiants, c'est peut-être le personnel administratif. Si ce n'est pas le personnel administratif, c'est le personnel peut-être enseignant. Donc, il y a ce cycle de perturbation, de violence que nous notons régulièrement dans l'espace, et ça empoisonne l'atmosphère dans cet espace-là. Ça fait simplement que l'espace-là n'est pas, il fait pas bon vivre dans cet espace. Et c'est malheureux. Je crois que l'État a le devoir d'agir pour que tout cela appartienne à l'histoire, pour que cette université revienne à ses valeurs cardinales d'antan. Et cela, toutes les composantes, qu'il s'agisse d'étudiants, de personnel administratif ou d'enseignants, je dis bien, toutes les composantes seront preneurs de cela. C'est malheureusement la situation dans laquelle nous sommes et qui n'est pas bonne, mais nous faisons avec. Professeur Sagna, ce qui est alarmant dans tout cela, c'est que d'année en année, ce sont des problèmes dans l'enseignement supérieur qui se multiplient et les difficultés s'accumulent, devrais-je dire, alors qu'aucune avancée significative n'est enregistrée en termes de solutions durables et sérieuses. Alors je dirais effectivement, il y a nous sommes face, les problèmes de l'université, encore une fois, on a évoqué tout à l'heure la dimension financière. Là, Yankhoba Seydi a parlé des problèmes d'effectifs, du manque d'enseignants. C'est lié au manque de planification des ressources et des infrastructures qu'a connu le système depuis plus d'une décennie. Je pense que beaucoup de vos auditeurs ont entendu parler du PDF, le programme décennal de l'éducation et de la formation. C'est ce programme qui a permis au Sénégal d'augmenter de manière conséquente son taux de scolarisation. Les effets, au bout d'une dizaine d'années, c'est l'arrivée en masse de bacheliers qui viennent frapper aux portes de l'université. Malheureusement, pour différentes raisons, je dirais des raisons internes et des raisons externes. Les raisons externes, c'est que pendant longtemps, les bailleurs de fonds, avec à leur tête la Banque mondiale, ont sevré l'enseignement supérieur de financement. Donc il n'y a pas pu y avoir les investissements nécessaires, et également que les universités qui ont été créées autour des années 2004-2005 ne possédaient pas à la fois les infrastructures pour accueillir des étudiants en grand nombre et ne possédaient pas les enseignants également en nombre suffisant pour accueillir cette masse de bacheliers. Mais ça, je dirais, c'est le passé. Bon, vous avez entendu les décisions du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, hein, qui a donc avalisé les recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. On a créé un certain nombre de nouvelles universités. Alors, j'ai l'habitude de dire, sous forme de boutade, créer une université, ce n'est pas créer une case des tout-petits. Créer une université, ça demande des infrastructures qui sont des infrastructures importantes. Je parle d'infrastructures physiques, des amphithéâtres, des salles de cours, des bibliothèques. Ce sont des infrastructures à la fois coûteuses et puis relativement longues à réaliser. Il y a la deuxième université de Dakar qui va s'appuyer sur les locaux de ce qu'aurait dû être l'université du futur africain. Il y a eu la création de l'université du Sine Saloum à Kaolack, qui va être une université dédiée à l'agriculture, tandis que la deuxième université de Dakar va être dédiée aux sciences. Il y a en projet la création de l'Université du Sénégal oriental. Les autorités dirigées par le ministre vont faire une visite à partir de demain sur les sites d'implantation de ces nouvelles universités. Un certain nombre d'universités existantes, l'Université de Saint-Louis va ouvrir des antennes à Géoul, à Matam. L'Université de Ziguinchor va ouvrir des antennes à Sédhiou, à Kolda. Il y a également en projet la création de ce que l'on appelle des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, sur le modèle de l'ISEP qui a été créé à Thiès. Et les ISEP viennent remplacer ce qu'auraient dû être les centres universitaires régionaux. Vous vous rappelez qu'à la fin des années 90 déjà, on avait parlé de centres universitaires régionaux. Et ce qui est aujourd'hui l'université de Bombay
devait être le premier des centres universitaires régionaux, et on devait en créer d'abord à Bignona, puis à Ziguinchor, ce n'était pas fait. C'était des structures qui ont pour vocation de donner des formations professionnelles de niveau Bac+2. Un des gros problèmes de notre enseignement supérieur et qui explique les difficultés d'accueil des nouveaux bacheliers à l'UCAD, mais également dans les autres universités, c'est que notre offre d'enseignement supérieur n'est pas suffisamment diversifiée. Or, le baccalauréat, dans notre pays, aujourd'hui, malheureusement, il est synonyme d'accès à l'université, alors qu'il doit être synonyme d'accès à l'enseignement supérieur et offrir une palette de formation, parce que tout le monde n'a pas à la fois envie et tout le monde n'a pas vocation, je dirais, à faire des études à l'université. Et pour le développement économique et social de notre pays, les enquêtes ont montré que ce qui manque le plus, lorsque vous discutez avec les responsables du secteur privé notamment, ce sont des gens qui ont des formations de niveau Bac+2, des techniciens qui sont à même de jouer le rôle qu'ils doivent jouer dans l'économie. Donc, je dirais, voilà ce qui va être mis en place, ce qui va être déroulé dans les prochaines années. Professeur, est-ce qu'il ne manque pas aussi quelque part une confiance et une valorisation mutuelle pour un dialogue franc et sincère ? La confiance, je crois qu'elle existe. Il y a des problèmes qui sont des problèmes, je dirais, conjoncturels régulièrement. C'est normal. Les syndicats sont dans leur rôle, je dirais, quand ils font preuve de vigilance, qu'ils demandent le respect des accords. En tout cas, l'esprit de dialogue et de concertation est là. Dès que le nouveau ministre a été nommé. Là, je parle de concertation féconde entre les différents acteurs. Oui, j'y viens. Je veux dire, dès que le ministre a été nommé, il a appelé l'ensemble des syndicats du secteur. Le SAES, le SUDES, le SINTUS, le SATUC, le STESU pour les personnels administratifs et techniques. Il y avait maintenant la phase de la concertation nationale qui devait déboucher sur des recommandations. Elles ont été entérinées par le Conseil présidentiel. Et ce qui avait été annoncé à l'époque, j'ai participé à ces rencontres avec les différents syndicats, c'était de faire l'état déjà de leurs revendications actuelles, du respect ou non des accords qui avaient été signés. Et ce qui avait été annoncé, c'est qu'une fois que les décisions de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur auraient été entérinées et qu'on va vers une grande vague de réformes, les discussions avec les syndicats vont reprendre, et ça a été annoncé par le ministre. Dans les semaines qui viennent, le contact sera repris avec les syndicats pour faire le point sur l'ensemble des questions qui sont aujourd'hui source de contentieux. Merci beaucoup, professeur Sagna. Alors, docteur Yankoba Seydi, trois recommandations avaient été faites la semaine dernière avec le Comité national du dialogue social, notamment un appel à un dialogue constant et sincère, l'organisation d'élections de représentativité, parce qu'ils jugent qu'il y a plus d'une cinquantaine de syndicats. Il y a aussi que l'on prône l'implication des parents d'élèves. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne chose. Élection de représentativité, je crois que peut-être qu'ils en parlent dans les autres ordres, mais pour l'enseignement supérieur, je crois qu'il n'y a pas une cinquantaine de syndicats. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a un principal syndicat, un syndicat le plus représentatif, qui a plus de 80% du personnel enseignant et de recherche. Et nous appelons d'ailleurs de vive voix à ce que ces élections de représentativité aient lieu. Depuis longtemps, je crois qu'on était les premiers d'ailleurs à en parler, et l'écho a été repris par le Comité national dont vous parlez. Ça, c'est une excellente chose. Le SAES n'attend que cela. Alors, l'autre question, vous disiez que c'était, je crois... Par rapport à l'implication des parents d'élèves? Oui, les parents d'élèves. Hier, j'ai reçu Jim Mamar Cissé. Je ne sais pas s'il est à l'écoute, mais je l'ai reçu. Il était venu pour nous faire part de l'inquiétude des parents par rapport aux actions du SAES ces derniers jours. Comme quoi, eux, ils se battent à leur niveau et qu'ils ont même réussi à obtenir de l'autorité ce qu'ils ont appelé Sali 5 pour pouvoir discuter de toutes les questions et s'accorder sur quelque chose. C'est une bonne chose. Mais j'estime que il n'y a pas eu en réalité des contacts menés de façon sérieuse pour pouvoir régler les questions qui étaient laissées en suspens, d'ailleurs qui étaient connues de tous et qui sont contenues dans les plateformes
malheureusement, qui n'ont pas été respectés. À chaque fois qu'il y a un accord paraphé, un protocole qui est paraphé, il s'est fait devant les parents d'élèves. Donc, je crois que tout le monde gagnerait à ce que le contact soit permanent entre les acteurs, tous les acteurs. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, un dialogue fécond, sérieux, sincère. Puisque, après tout, nous sommes tous des patriotes. Je viens de vous dire que nous avions 1000 raisons, nous, au SAES, d'aller en grève, d'aller en mouvement, mais nous n'avons pas fait. Il y en a qui nous ont même reproché d'avoir attendu à la fin de l'année, disons en milieu de vacances, pour déclencher un mouvement, parce que simplement on aurait dû le faire plus tôt. On avait dit que pour nous, il ne s'agit pas d'aller tout le temps en grève. Heureusement que nous ne sommes pas un syndicat va en grève. Vous voyez, depuis pratiquement 1985, le SAES est à quelques encablures de ses 30 ans, mais nous n'avons pas dépassé 6 à 7 grèves. Et la plupart du temps, ces grèves-là, eh bien, elles sont observées parce que nous sommes dos au mur. Vous voyez, c'est comme un loup. J'ai l'habitude de dire, et c'est même un proverbe, le loup, il ne sort du buisson que quand il a faim. Vous voyez, ça veut dire que face à une situation à laquelle vous ne pouvez rien du tout, bien, vous réagissez. Mais il y a que ça. Par exemple, quand le nouveau ministre est arrivé, mais nous avons déjà une position assez positive, une réaction positive par rapport au nouveau ministre. Il est des nôtres et il connaît suffisamment bien les mots, les convulsions dans l'enseignement supérieur. Il arrive, il reçoit le SAES, il fait de bonnes promesses, il promet de recevoir le SAES à nouveau pour parler dans le fond du protocole qui a été déjà signé. Nous, on rappelle qu'il ne s'agit pas de renégocier quoi que ce soit, il s'agit simplement d'appliquer le protocole. Mais depuis lors, aucune rencontre relativement au protocole d'accord. C'est comme si... Mais il faut un dialogue social permanent entre les acteurs et tous les, au-delà même du secteur de l'éducation. Le dialogue, ça c'est quand même le pays de Senghor. Quand on parle de Senghor, on parle de dialogue. Donc quand le dialogue est absent, il va sans dire que des problèmes, des malentendus, des incompréhensions vont surgir de part et d'autre. Et ça, c'est suffisant pour que des problèmes naissent. Donc, si on peut anticiper et régler les problèmes par le dialogue, qui est quand même notre marque déposée en tant que pays, qui s'appelle le Sénégal, je crois qu'il faut quand même savoir les utiliser. Et Dieu sait qu'il y a des cadres. Vous avez parlé du comité national, mais ça c'est du dialogue social, mais ça c'est une excellente chose. Il y a d'autres canaux par lesquels on peut passer pour établir des ponts entre différents acteurs qui, la plupart du temps, en viennent à des situations qui pouvaient d'avance être résolues. Malheureusement, on attend toujours. Il a parlé d'absence de planification. C'est à tous les niveaux. C'est parce qu'on ne planifie rien, on ne se projette pas et on attend que la chose nous tombe dessus pour colmater les brèches et chercher. Et généralement, c'est difficile à régler dans ces conditions. Merci beaucoup, docteur Seydi. Professeur, vous êtes d'avis qu'on devrait dialoguer? Oui, bien entendu. Ça a été le sens notamment de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, comme l'a dit Yankoba Seydi. Ce dialogue, effectivement, il implique l'ensemble de la société. D'ailleurs, on peut regretter que très souvent dans le passé, lorsqu'il y a eu des crises dans le système scolaire, y compris à l'université, il n'y ait pas eu véritablement une mobilisation de la société pour régler ces crises. Parce qu'effectivement, l'université, elle est d'abord et avant tout au service de la société, de son développement économique, social et culturel. Et donc, ce sont l'ensemble des acteurs, bien entendu, les gens qui font marcher l'université, les enseignants, le personnel administratif, les étudiants qui reçoivent leur formation. Mais au-delà, l'université, elle ne forme pas pour former, elle forme pour des gens qui, demain, vont être employés les uns dans l'administration, les autres vont travailler dans le secteur privé. Donc, il est important que les acteurs économiques également soient partie prenante de ces consultations. Les parents d'élèves, nous sommes régulièrement en contact avec la FENAPES, avec le secteur privé et véritablement avec l'ensemble des acteurs. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que les ponts aient été
les ponts ont été coupés, peut-être que les canaux ont été à un moment peut-être un peu bouchés. Encore une fois, c'était lié, il y avait un calendrier, hein, et ça avait été annoncé. Il va y avoir énormément de réformes qui vont devoir être mises en place maintenant que les recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur ont été entérinées par le Conseil présidentiel. Et pour mettre en œuvre ces réformes, il faudra de larges consultations, parce qu'il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait une coalition nationale autour de l'université, si nous voulons effectivement continuer à avoir une université de qualité, une université qui soit leader, je dirais, au moins en Afrique de l'Ouest, que les gens continuent à venir se former au Sénégal, faire en sorte aussi que, inverser la tendance, et faire en sorte que de moins en moins, on pense que pour faire de bonnes études dans l'enseignement supérieur, il faut aller se former à l'extérieur du pays, en Europe ou dans d'autres pays africains. Donc il y a à la fois des enjeux simplement de développement économique et social autour de l'université, mais il y a également des enjeux pour développer un enseignement supérieur de qualité, parce que les gens qui envoient leurs enfants étudier à l'extérieur, mais ce sont les privilégiés dans ce pays. Mais la grande masse des Sénégalais ne peut pas se permettre de payer des études à l'extérieur, dans les pays avoisinants ou en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Et donc nous devons, et en plus très souvent les gens qui vont à l'extérieur, eh bien nombreux sont ceux qui ne reviennent pas ensuite pour travailler au Sénégal. Sur l'augmentation des frais d'inscription des étudiants. Oui, mais je crois que cette mesure, d'abord, c'est une mesure qui, c'est une recommandation de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur. Tout le monde sait que, et là encore, c'est un passif dont nous avons hérité, que ces frais d'inscription n'ont pratiquement été jamais augmentés. Je crois qu'il y avait quelques années, le professeur Abdoulaye Bathily, qui est maintenant à la retraite, qui disait qu'il avait payé les mêmes frais d'inscription que ses étudiants. Est-ce qu'il y a un seul prix dans ce pays, qu'on prenne le prix du sucre, du gaz, du pain, de tout ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a un seul prix qui n'a jamais augmenté? Et on a vu que l'État fait des efforts, mais il faut que les familles font déjà des efforts, mais au niveau de l'université, chacun s'accorde sur le fait que les frais d'inscription, je ne parle pas des inscriptions pédagogiques, les frais d'inscription qui étaient demandés étaient des frais qui étaient ridiculement bas. Les 25 000 francs autour desquels le comité ad hoc s'est entendu, ce sont des frais qui sont tout à fait raisonnables. Ça a été dit à plusieurs reprises. 25 000 francs par an, si on retire les vacances, ça fait de l'ordre de 2 500 francs par mois. 2 500 francs par mois, ça fait de l'ordre de 500 francs par mois. Ce sont des sommes véritablement qui sont raisonnables et qui vont, une partie de cette somme va être utilisée à des fins pédagogiques. Et donc, je dirais, c'est une augmentation qui est justifiée. Je pense que personne de raisonnable, personne de responsable dans ce pays ne peut s'opposer à l'augmentation des frais d'inscription. Ça a été dit à redit. Si on regarde dans les autres ordres d'enseignement, si on regarde, y compris dans le secteur informel, les enfants qui ne vont pas dans le secteur public, qui vont dans les daras, les participations, elles sont supérieures à ce que payaient les étudiants jusqu'à présent. Donc je crois qu'autour de cette question, véritablement, il n'y a pas de débat. Les simulations avaient été faites. La simulation était que, idéalement, si on fait abstraction de considérations sociales, il aurait fallu que la participation des étudiants soit de 150 000 francs. En Gambie, les étudiants paient 500 000 francs. Dans d'autres pays de la sous-région, les étudiants paient des sommes beaucoup plus importantes que les 25 000 francs qui vont leur être demandés. Le 17 septembre, c'est la date prévue pour les examens et elle est toujours maintenue? Oui, la date est maintenue et encore une fois, avec les efforts qui sont faits par la tutelle, nous avons bon espoir que les perturbations qui étaient là, je dirais, vont disparaître et que l'université va pouvoir recommencer à fonctionner normalement. Mais je dirais, surtout, les vrais changements, ça va être à partir de 2014. Il ne faut pas oublier que là, nous fonctionnons sur le budget qui est le budget 2013. Et donc, eh bien, c'est ce budget qui va être exécuté. Il ne peut pas, je dirais, y avoir, d'ici la fin de l'année, en termes d'investissement, je dirais, des nouveautés. Mais on va vers
l'achèvement d'un certain nombre de constructions dans les universités. Donc il y avait certaines universités qui avaient construit de nouveaux locaux, dans d'autres universités c'est de la réhabilitation. Bon, les travaux sont en voie d'achèvement. Ça va permettre d'accroître en partie les capacités d'accueil des universités publiques. Bon, capacités d'accueil qui, là aussi, c'est une donnée objective, seront insuffisantes pour accueillir les près de 41 000 bacheliers que nous avons eus cette année. Et il ne faut pas s'en plaindre, il faut s'en réjouir. Un pays comme le Sénégal, nous avons la moitié des effectifs d'étudiants que nous devrions avoir si on se base sur les normes internationales. Donc les universités publiques accueilleront ce qu'elles pourront accueillir comme étudiants. Et très certainement que, comme l'année dernière, nous serons amenés à devoir orienter les bacheliers qui n'auront pas été pris par les universités publiques, de les orienter dans les établissements privés. Pourquoi? Parce que ces jeunes sur lesquels l'État, depuis qu'ils sont au primaire jusqu'à avoir leur baccalauréat, l'État a investi dans leur formation. Les parents, des tas d'études qui montrent la participation extrêmement importante des familles au budget de l'éducation. Les parents ont également investi. On ne peut pas être dans une posture où on dirait, eh bien, les universités publiques ne peuvent plus accueillir le reste des bacheliers et de dire à ces gens-là, eh bien, débrouillez-vous. Merci, professeur. Le 17 septembre risque de ne pas être perturbé. Est-ce que le 17 septembre, des examens vont pouvoir se faire? Parce qu'en réalité, quand on avait déclenché le mouvement, la seule faculté qui était en activité, c'était la faculté des lettres. Et c'est celle-là qui devait commencer ses examens le 17. Mais compte tenu du fait qu'il y a eu ces jours de mouvement, eh bien, il va d'abord falloir rattraper les quelques jours de mouvement qui avaient été perdus avant de penser à l'examen. Ce qui veut dire qu'il va falloir nécessairement réaménager ce calendrier-là avant les examens. Donc voilà, nous étions justement, vous allez être peut-être les premiers ou les deuxièmes à avoir cette information, après l'Assemblée générale de ce matin, nous avons décidé que la lutte, nous ne l'arrêtons pas, mais nous suspendons pour permettre à la faculté des lettres de pouvoir terminer les derniers jours de cours et puis de procéder à ces évaluations. Mais à la rentrée, nous reprenons la lutte parce que pour nous, on est très loin vraiment du compte. Je vous ai dit que ce qui est réclamé, eh bien, ce n'est pas encore réglé, ce n'est pas fait. Si c'est fait, c'est partiellement. Et on parlait de dialogue social ou de dialogue tout court. Olivier parlait de réforme, mais ce qui risque d'être vraiment problématique à la rentrée, ce sont ces mesures, ces nombreuses mesures que la tutelle est en train de faire pleuvoir, et pour la plupart sans concertation. Et dans le débat, ce qu'ils disent, c'est très souvent que oui, mais il y a eu d'abord la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, et puis après le conseil présidentiel. Je rappelle que quand on regarde les 11 décisions présidentielles assorties de directives, mais il y a des directives, on se rend compte qu'il y a des directives qui n'ont rien à voir avec les 78 recommandations de la concertation nationale. Et pourtant, ils adossent les décisions présidentielles à la concertation nationale. Si on avait le temps, vous dites qu'on n'avait pas le temps, mais si on avait le temps, on peut partir de directive en directive pour vous dire, pour décortiquer tout cela et vous montrer, donner la preuve que ces mesures sont prises sans concertation aucune avec les acteurs, surtout les enseignants. Juste un petit exemple. Quand une directive de ce conseil présidentiel dit que le recteur, pour un recteur, il faut procéder par appel à candidature. Mais cela n'est jamais sorti de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Au contraire, ce que la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur dit, c'est que les recteurs sont nommés après élection par les assemblées délibérantes. Ça veut dire que la question de l'élection du recteur est là. C'est ça qui a toujours été le combat du 16. Il ne doit pas y avoir de problème quand un recteur est élu. Un recteur est élu par ses pairs. Il est là pour servir l'université et l'enseignement supérieur. Et les universités ont quand même une autonomie qui leur permet de pouvoir élire leur recteur.
je ne vois pas pourquoi c'est toujours difficile de cela. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargé de communication au niveau du SAES, le campus de Dakar. Encore une fois, grand merci. Merci. Professeur, je vous remercie, vous aussi, professeur Sagna. Je rappelle Olivier Sagna est le directeur des études, des politiques et de la coopération de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Ali Saleh de nous avoir invités pour ce débat sur l'enseignement supérieur, encore une fois, qui est un secteur extrêmement important, essentiel pour le développement de notre pays et autour duquel il faut véritablement construire une coalition pour l'intérêt du Sénégal et au-delà de l'Afrique. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Grand merci aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la RTM. Au revoir.